THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, TNT Spotlight, épisode hors série spécial éducation en direct du salon Ludovia 2025. Un épisode présenté par Arnaud Darigrand et Amélie Mariota dans lequel on va parler de comment capter l'attention des élèves et encourager leur participation active en classe à l'ère du numérique. Une émission enregistrée avec de nombreux invités que l'on vous laisse découvrir. Un épisode enregistré pendant le salon en plein air, toutes nos excuses par avance si le son n'est pas aussi feutré que d'habitude. Quant à nous, on se retrouve dès le 10 septembre pour le débrief des annonces d'Apple qui sont extrêmement attendues autour de l'iPhone 17. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast spécial consacré à Ludovia 2025, l'université d'été francophone et de l'innovation pédagogique avec le numérique. Depuis plus de 21 ans, chaque été à Ax-les-Thermes, au cœur de l'Ariège, la grande communauté éducative se retrouve pour réfléchir, échanger et inventer ensemble l'école de demain. Cadre de l'enseignement, enseignants, chercheurs, formateurs, collectivités locales, mais aussi entreprises et start-up, tous se retrouvent pour partager leur expérience et imaginer de nouvelles pratiques. Cette année, le fil rouge des échanges, c'est un enjeu qui nous concerne tous, l'attention et la participation en classe. Comment capter et maintenir l'attention des élèves? Comment favoriser leur engagement et leur implication dans ce monde où le numérique prend une place grandissante dans nos vies et dans nos écoles? Au programme de ce podcast, vous entendrez la voix de nombreux intervenants, chercheurs, exposants, mais aussi de simples participants croisés au détour des allées de Ludovia. Des témoignages, des idées, des débats. Alors, installez-vous confortablement. On vous emmène au cœur de Ludovia 2025, là où l'innovation pédagogique se vit, se discute et s'expérimente. Bonjour à tous, bonjour Michael. Alors, nous sommes sur le stand de TNT. Alors, nous parlions tout à l'heure d'algorithmique avec le kit Sam Labs et on s'est rencontrés, on a discuté, on a échangé et tout de suite, on a eu un coup de cœur pour ta solution. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour nous dire qui tu es? Bien sûr. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Michael Arnois, je suis CEO de l'entreprise Primastem. Donc, on développe un robot pédagogique qui enseigne les maths, la géométrie et la programmation sans écran, avec des jetons, tout en bois. Alors, tout en bois, explique-nous comment ça fonctionne, parce que pour que ça bouge tout seul, moi j'ai vu une vidéo tout à l'heure, ça nous a beaucoup impressionné. Quelle est la technique, comment ça fonctionne? Alors, c'est ultra simple. Chaque jeton contient une information donc en NFC. Chaque jeton a des informations, par exemple, avancées, faire une rotation, reculer ou des fonctions pour faire des boucles. Et vous pouvez ensuite, quand vous mettez votre jeton, vous envoyez l'instruction et la robot juste va appliquer ce que vous avez imaginé dans votre algorithme, quoi. Vous êtes après libre de mettre la valeur que vous voulez. Vous pouvez changer l'angle, la distance. On a aussi des jetons pour faire les additions, la soustraction, multiplication, division. Donc c'est assez complet. Et concrètement, dans la classe, ça se concrétise avec des activités autour de la géométrie. Tu nous présentais tout à l'heure. Moi, j'ai vu que sur le robot, il y avait comme un crayon. Est-ce que tu peux un peu nous décrire cette activité, ce type d'activité? Moi, ça m'a impressionné. Tout à fait. Alors, pour donner un peu de contexte historique, nous, on se base sur les travaux de Seymour Papert du MIT, qui a créé le langage Logo. Vous devez connaître la suite. Hein. C'est venu au collège, on utilise le Scratch avec un écran. Donc en fait, on a exactement la même philosophie, mais sans écran. Et on s'est basé aussi sur son travaux pour faire des exercices. Au départ, juste l'enfant avance, puis après il fait des carrés, après il fait des carrés avec des boucles, puis au fur et à mesure des triangles, n'importe quelle forme géométrique. On peut faire des cœurs, on peut faire des notes de musique. L'enfant dessine. S'il se trompe, aucun problème. Il a juste à recommencer son algorithme. On l'utilise avec des aimants également sur des tableaux Velleda. Donc finalement, avec un tableau Velleda, un feutre, vous avez juste à effacer, à recommencer, et l'enfant peut répéter à l'infini jusqu'à trouver les bons algorithmes, les bonnes solutions pour apprendre. Oui, on aime beaucoup cette idée d'essai-erreur et d'expérimentation. C'est quand même très, très important en éducation. On en parlait tout à l'heure justement sur la question de l'attention et de la participation. Tu es au cœur des problématiques, de la thématique de Ludovia plutôt que de la problématique. Je vois que tu as noté de 4 à 10 ans. Oui. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui pourraient aussi être utiles, par exemple au cycle 3, en 6e par exemple, on pourrait l'utiliser, tu penses? En fait, si on regarde même l'examen du brevet, actuellement, ce sont des choses qu'on enseigne avec le Primastem.
Nous, on essaye de se concentrer d'abord sur maternelle et primaire, parce qu'on pense que c'est d'abord peut-être plus adapté dans un premier temps, sachant que on est encore en découverte pédagogique. On a des partenaires qui commencent à être surtout en Suisse et en Belgique qui commencent à nous créer du contenu pédagogique pour justement des leçons, etc. Mais après, les leçons, chaque professeur a besoin d'être accompagné différemment. Il y a des professeurs qui peuvent très bien s'amuser avec le robot from scratch, avec absolument rien sur la table. Il y en a qui ont besoin de manuels, etc. Donc, on travaille sur cette côté pédagogique-là avec nos partenaires. Et pour le moment, on se concentre vraiment sur maternelle, primaire et les compétences de base. Donc tu nous annonces des ressources clés en main, c'est toujours un super outil pour nous quand on prend en main un outil en tant que professeur. Moi, je suis professeur de français. On attend ce genre de ressources, donc je comprends que ce soit une attente de tes utilisateurs. Si tu devais résumer en un mot pour conclure ta solution, si tu pouvais nous dire un ou deux mots pour qu'on puisse retenir vraiment l'essentiel à garder en mémoire. Quels seraient ces deux mots? Prima STEM, apprendre en s'amusant. Apprendre à s'amuser. On aime beaucoup ça chez Tianchi. On passe notre temps à s'amuser avec la technologie, mais aussi avec tous les outils qui sont à notre disposition, avec Wasebo, etc., etc. Donc, on te remercie d'avoir pris le temps de venir nous expliquer Merci. comment fonctionne ton matériel. Et puis, donc, Prima STEM. Merci beaucoup à toi, Michael. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. À très bientôt. Bonne journée. Et bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition du podcast Ludovia 2025. Aujourd'hui, nous sommes avec Logan, prof de maths. Logan, est-ce que tu peux présenter qui tu es et ce que tu viens faire à Ludovia? Salut Ludovia. Alors en effet, je suis Logan Vigneault, donc je suis enseignant de mathématiques depuis une bonne douzaine d'années maintenant, et également depuis 6 ans adjoint de direction dans un collège et référent numérique dans lequel on a déployé depuis 5 ans un projet iPad au one-to-one. C'est dans ce cadre-là que j'interviens à Ludovia. Alors, j'ai vu tout à l'heure, tu nous as présenté un super atelier sur de la programmation. Alors ça, moi, j'adore, c'est vraiment mon dada. Est-ce que tu peux en parler, expliquer un petit peu ce que tu as montré, comment, pourquoi et à quoi ça sert? Tu serais pas prof de maths? Alors oui, en effet, on a exploré un petit peu le matériel Sam Labs, qui est ce sont des modules Bluetooth en fait qu'on arrive à connecter à des iPads et avec lesquels on peut enseigner justement les premiers pas vers la pensée algorithmique, le codage, la résolution de problèmes et la mise en activité des élèves, tout en les formant aux nouvelles compétences numériques. Alors moi, personnellement, il fut un temps, je n'y connaissais absolument rien en programmation. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour des jeunes élèves d'apprendre déjà, est-ce qu'on apprend un langage ou comment ça se passe? Parce que on en fait toute une histoire aujourd'hui. Voilà, est-ce que on pense tout de suite à l'image du hacker là, qui va pianoter pendant des heures sur son écran ou comment ça se passe? Alors oui, tu fais bien de le dire qu'en effet, le langage, il s'impose dans un second temps. Ce qui est intéressant notamment avec Sam Labs, et je pense que c'est la bonne porte d'entrée qu'il faut utiliser, c'est vraiment former à la pensée algorithmique. Parce que on le voit bien au quotidien, la place du numérique se déploie de plus en plus. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a énormément de choses. On peut penser que c'est magique et que justement c'est intelligent, mais au contraire, il faut avoir cette pensée algorithmique pour comprendre un petit peu quels en sont les fondements, d'où est-ce que ça vient, et ne pas penser que c'est magique. Et justement, cette pensée algorithmique, elle est accessible via le matériel Sam Labs parce qu'il n'y a pas cette interface de codage. On fonctionne avec une interface simplifiée ou alors en bloc, comme c'est le cas avec Scratch. Donc on arrive vraiment à toucher du doigt cette pensée algorithmique, ces logiques de variables, de boucles, de tests, etc.
sans avoir la contrainte du codage d'un point de vue syntaxique qui est très lourde et qui peut rebuter au début. Honnêtement, est-ce que pour un enseignant qui voudrait se lancer, il faudrait combien de temps pour pouvoir appréhender le kit déjà? Est-ce qu'il y a un petit temps pour lui où il doit manipuler ou comment ça se passe? Est-ce que toi, tu t'es lancé direct ou quel était un peu ton cheminement quant à l'usage de ces petits outils? Alors déjà, moi, je suis assez sensible à tout ce qui est programmation algorithmique, etc. Donc, ça a été assez simple d'utiliser le matériel SamLabs. Mais ça demande quand même un petit temps pour comprendre l'environnement et comprendre comment ça marche. Mais ce qui est vachement avantageux dans ces kits-là, c'est que en y avant accès, on a accès également à des plateformes en ligne dans lesquelles ils proposent énormément de ressources à destination des enseignants et qui sont vraiment différenciées et graduelles. Il y a deux plateformes, une plateforme qui est vraiment axée pensée algorithmique, une plateforme qui est un petit peu axée codage dans le sens où on commence à réfléchir cette logique de blocs. Et on a, voilà, à chaque fois, je crois que c'est 5 niveaux et dans chaque niveau, il y a 10 leçons et dans ces 10 leçons, à chaque fois, il y a à la fois le diaporama de vidéoprojection, la fiche enseignante corrigée, la fiche élève à remplir. Donc, tout a vraiment été bien construit et bien pensé pour que ça soit accessible et facile d'utilisation pour les enseignants, même pour ceux qui auraient peur de franchir la porte. Merci Logan. Et une dernière question pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à ton atelier. Est-ce qu'on peut le revoir? Si oui, où, quand, comment? Eh ben, ça tombe bien. À Ludovia, il y aura un second atelier SamLabs mercredi. Parfait. Et sur quel stand on peut le trouver? Sur le stand de GNG. Bah écoutez, merci beaucoup Logan. Je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Et bonsoir tout le monde, c'est Quentin en direct de Ludovia. Donc bienvenue dans notre page journalière, dans notre podcast journalier. Et ce soir, je suis accompagné de la meilleure prof de français que je connaisse, Amélie. S'il te plaît Amélie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Alors, je suis Amélie Mariota Colombo. Je suis professeure de français en collège dans un établissement de REP à Agen. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu es venue nous présenter dans notre podcast, Amélie? Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à l'atelier d'Arnaud qui m'a beaucoup inspirée parce qu'on a parlé de super pouvoirs. Alors moi, j'adore imaginer que je suis une super héroïne dans ma classe parce que j'ai l'impression de gérer le multitâche, le multi-agenda de Dominique Bucheton. Faut quand même être un super héros pour le vivre tous les jours au quotidien. Donc, c'est mon quotidien. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le petit chapeau de paille de Ludovia et j'ai tiré au sort le super pouvoir que j'attendais, qui me colle à la peau, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et donc, quel est ce super pouvoir? Eh bien, il s'agit du bouclier anti-stress. Bouclier anti-stress. Attends, tu vas pas me dire que le métier d'enseignant est un métier stressant? Eh bien, c'est un bouclier anti-stress, pas forcément pour moi, mais pour mes élèves, parce qu'il faut savoir quand même que le stress, ça les bloque. Et donc, comment faire en sorte qu'ils se sentent bien dans la classe, c'est un vrai défi qu'on essaie de relever tous les jours. Et d'ailleurs, je vous invite à venir sur le stand découvrir cela, parce que on présente du mobilier flexible qui est de chez Wessebo, qui est vendu par CSC, par Chichi. Moi, j'en ai du matériel flexible dans ma classe, et c'est vrai qu'associé à une multitude d'objets, ça accompagne les élèves, ça les aide, notamment avec tout ce qui concerne les fidgets, etc. Et dans l'atelier que je présente sur la classe flexible, j'ai créé un espace zen pour les élèves en réalité augmentée avec Reality Composer. Donc, je vous invite vraiment à venir voir ça. C'est pensé pour créer un espèce de tiers-lieu disponible à tout moment pour les enfants. Concrètement, dans ta classe, comment ça se passe? Tu mets ces objets à disposition? Comment font tes élèves pour pouvoir les utiliser? Eh bien oui, ils sont disponibles, ils sont accessibles. Au début, ils étaient complètement libres d'accès et très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait disparaître parce que c'est du petit mobilier. Donc maintenant, il faut me demander avant, ce qui est plus serein pour tout le monde parce que moi aussi, je peux avoir du stress à voir disparaître certaines petites choses. Et donc, il y a aussi des élèves qui ont des objets dédiés, c'est-à-dire une balle anti-stress, etc., etc. Il y a des élèves qui ont des objets un petit peu de prédilection que je garde et que je donne quand je vois quand je me rends compte que c'est nécessaire. Alors, j'ai un petit texte là qui m'a été offert et je le trouve particulièrement pertinent. Est-ce que vous m'autorisez de le lire? Mais vas-y.
Alors, c'est sur l'évaluation. Je trouve que c'est une part particulièrement intéressante de notre travail parce qu'évaluer, c'est donner de la valeur au sens étymologique. Et finalement, cette valeur, c'est pas si facile d'évaluer les élèves sans qu'ils se sentent dévalués, justement dévalorisés. Et donc, cette idée de stress est importante alors que ça devrait juste être une information à traiter dans le processus d'apprentissage. Donc, je trouve ça pertinent de parler d'évaluation. Allez, c'est parti. L'évaluation approche, les regards se figent, les mains tremblent et les cœurs s'accélèrent. Alors, j'active mon bouclier anti-stress. C'est une bulle invisible qui enveloppe la classe. Ici, on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, de recommencer. On apprend que l'erreur n'est pas un mur, mais un marchepied. L'air devient plus léger, les visages se détendent, et dans ce climat serein, la mémoire fonctionne mieux, la pensée est plus claire, parce qu'un élève qui n'a pas peur, c'est un élève qui réussit. Mais c'est très touchant comme texte. J'avoue, je me retrouve même en tant qu'adulte. Ça marche aussi bien pour n'importe qui, en fait. Pas seulement que pour les élèves. Et concrètement, est-ce que... donc, j'ai compris que tu les laissais utiliser ces petits objets pendant ton cours, mais est-ce qu'ils peuvent faire d'autres choses? Je sais que, pas si tu te souviens, il y a eu la mode du hand spinner, qui faisait pas mal de bruit. Alors, c'était un peu galère. Mais par exemple, je sais que j'ai vu souvent des élèves qui utilisaient du coloriage ou qui utilisaient de l'écriture sur des coins de cahiers, etc. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu tolères ça déjà dans un premier temps? Et si oui, comment ça se passe? Oui, alors moi, je vais même aller plus loin. Dans ma classe, je tolère beaucoup de choses. Déjà, j'ai la chance d'avoir un évier. C'est tout bête, mais et j'ai acheté des éco-cups. Et donc, les élèves peuvent aller boire tant qu'ils font la vaisselle. Parce qu'au début, j'avais pas instauré cette règle et je me retrouvais à faire à peu près un quart d'heure de vaisselle tous les soirs. Donc, c'était un petit peu fâcheux. Donc, tant qu'ils font la vaisselle, ils ont le droit d'aller boire un coup avec un verre. Donc, ça, c'est autorisé. Ce qui est autorisé aussi, c'est de mâcher du chewing-gum. Parce que j'ai eu plusieurs études. Ouais, je sais, ça vous étonne. Tout le monde me regarde avec un air atterré. Mon Dieu, elle autorise le chewing-gum. Tant qu'il finit dans un papier dans la corbeille, tout me va. Parce qu'en fait, l'idée, c'est véritablement que la mastication décharge une forme d'énervement. Et souvent, en évaluation, ils ont besoin du chewing-gum. Il y a aussi ce regard adolescent. Moi, je leur demande beaucoup de travail en groupe. Et voilà, quand on travaille en groupe avec les autres et peut avoir ma mauvaise haleine, ça peut être un vrai écueil en fait de travaux de groupe avec des sujets de moquerie, etc. Donc moi, j'autorise complètement les chewing-gums, ça ne me gêne pas, sauf bien sûr si on doit enregistrer un podcast, évidemment qu'on va le jeter. Si on fait du théâtre, évidemment qu'on va le jeter. Si on doit faire un exposé, évidemment. Mais il y a des moments comme ça où moi j'autorise des choses qui peuvent paraître complètement folles. Par exemple, j'autorise aussi les enfants à aller aux toilettes. Voilà. Parce que c'est pas forcément qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, mais c'est peut-être qu'ils ont besoin de faire une pause cognitive, d'aller marcher un peu, de s'aérer et de revenir. Ça, j'autorise. Voilà. J'autorise ces temps de pause cognitive. Et par contre, je programme aussi beaucoup l'attention de mes jeunes. C'est-à-dire que je vais dire, et là, il y en a 5 minutes. C'est 5 minutes où je vous soyez hyper attentifs. Et donc, il y a un petit moment d'attention chez les voisins. Et je demande justement qu'ils soient attentifs. Et tout ça, c'est programmé, c'est autorisé, c'est accepté, tant que le travail est réalisé, est fait, et que j'ai des résultats. Voilà. Moi, je pense que ces applaudissements te sont destinés, Amélie. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on te retrouve sur Ludovia ou comment ça se passe? Eh bien oui, je vous invite à nous retrouver dans la bonne humeur de Ludovia sur le stand de Chienchi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast en live de Ludovia. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir quelqu'un qui a fait sensation avec la sortie récente de son livre. On est ravis de l'accueillir et je le remercie d'être avec nous. Il s'agit de Julien Crémaux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Julien ? Alors, je suis professeur des écoles depuis presque 20 ans en Côte d'Or. Je suis aussi directeur d'école et j'ai beaucoup enseigné en cycle 3. Et depuis une dizaine d'années, je pratique le numérique au quotidien dans ma classe avec des activités de coopération et de la pédagogie de projet. Très bien, merci beaucoup. Et donc, je prépare ma classe avec l'IA. C'est donc l'ouvrage que tout le monde vient de faire dédicacer là sur Ludovia. C'est l'actualité du moment. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment fonctionne ce livre ? Il est coécrit avec Michael Bertrand qu'on n'a pas besoin de trop expliquer qui c'est, tout le monde le connaît bien. Il a beaucoup produit sur l'intelligence artificielle. Comment vous est venu ce projet? Comment vous est venue cette idée? Est-ce que tu peux un petit peu nous faire la genèse rapide de ce livre?
Alors, Michael a fait un premier livre pour le secondaire qui s'adressait aux enseignants et aux élèves du secondaire, de collège et de lycée, et qui est sorti au mois d'octobre 2024. Et en fait, vu que les retours étaient positifs, ça a été de se dire, avec son éditeur, de se dire que ça serait intéressant d'envisager un outil pour l'élémentaire. Donc, ayant travaillé avec lui à certaines occasions et puis participé à ses ateliers, en fait, il m'a proposé de pouvoir envisager l'adaptation. Donc, l'idée, ça a été de reprendre la première partie de son livre qui propose des ressources pour les enseignants pour faire de l'IA un assistant dans la gestion de la différenciation, la création d'évaluation, la création d'outils de ressources. Les adapter, les reprendre pour les adapter à l'élémentaire, de proposer des exemples pour l'élémentaire, pour des classes du CP au CM2, dans toutes les disciplines, et avoir des choses concrètes que les enseignants peuvent tester. Et puis, il était hors de question dans la deuxième partie de proposer l'IA, l'usage de l'IA aux élèves, puisque l'intérêt, ça a été aussi de rentrer dans ce qui était en cours et qui arrivait avec la sortie du livre. C'est le fait qu'on avait des documents officiels qui disaient quels étaient les usages. L'idée de Michael était exactement dans ce qui est sorti après coup. Et le principe, ça a été de pouvoir réfléchir, par contre, à proposer des séances du CP au CM2 pour rentrer réellement dans une découverte de la littératie de l'IA, comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle générative, comment on la nourrit, quelles sont ses limites, les biais et les problématiques, notamment aussi liées à la consommation d'énergie. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que tu aurais un exemple de séance à nous proposer pour un petit peu nous donner une idée générale de ce qu'on peut trouver dans ton ouvrage? Alors, dans les 9 activités qu'on a proposées, il y en a 7 qui sont complètement débranchées, où on n'est pas du tout dans l'usage d'un outil numérique. Donc, l'intérêt, c'est de la réflexion sur ça. Et puis, il y en a 2 qui utilisent les outils de Vita Science qui permettent de comprendre comment l'intelligence artificielle reconnaît des personnes, des images, catégorise. Et en fait, on propose aux classes d'utiliser cet outil pour comprendre comment l'intelligence artificielle apprend. C'est-à-dire qu'on lui donne des ressources, on lui donne des images, on va créer des catégories, et quand on va lui fournir des nouvelles des données à tester, il va catégoriser, ce qui fait que les élèves, on les amène à proposer des personnages, alors un personnage masculin, un personnage féminin. On lui apprend en lui donnant quelques exemples et de le tester en voyant est-ce qu'il reconnaît pas, et fait des erreurs. Et en fait, l'intérêt, c'est que les élèves sont amenés systématiquement, et c'est le principe de toutes ces activités, c'est à la fin de pouvoir avoir un bilan en disant, là, pour ce cas-là, se rendre compte que l'intelligence artificielle, elle a besoin de beaucoup d'exemples pour pouvoir reconnaître, qu'elle fait des erreurs, et puis ensuite qu'elle est limitée à ce que celui qui l'a créé fait, puisque comme on fait au départ que 2 catégories, cet homme et cette femme, si on propose une image d'un animal ou d'autre chose, il va le catégoriser soit dans l'un, soit dans l'autre, alors que n'importe qui sait que c'est pas du tout possible. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aux élèves de se rendre compte que c'est pas un outil magique, mais que c'est un outil qui apprend, et qu'en fait, en fonction de ce que l'enseignant ou de ce que celui qui crée une IA va donner comme ressource, il y a des limites et qu'il y a des problèmes qui se posent derrière en termes de biais. Super, moi je suis très sensible à cette histoire de biais. Je suis professeure de français. C'est vrai que on peut avoir ce côté magique qui peut vraiment tout de suite, quand on a toutes ces modalités où on peut leur parler, échanger, on a cette voix humaine à laquelle on peut s'exprimer, avec laquelle on peut s'exprimer. On peut avoir cette imitation là de l'humanité qui peut être particulièrement déroutante pour les petits. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir justement mis l'accent là-dessus. Est-ce qu'il y a aussi des astuces gain de temps, de préparation de classe, choses à réaliser? La première partie, en fait, c'est une quarantaine de fiches double page qui vont proposer aux enseignants d'avoir des prompts. Alors, avec une présentation, des prompts qui vont permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'assistant à la préparation de séquences, pour la préparation de ressources, mais aussi pour le travail avec la communication avec les familles, ou par exemple le fait de travailler sur l'évaluation, la différenciation des ressources, ou même, et c'est là où c'est intéressant, pour faire des choses alors qu'on peut avoir des pratiques spécifiques, pour renouveler un peu nos pratiques, ou se dire tiens, j'ai envie de travailler sur
à partir d'une séquence, la transformer en pédagogie plus explicite ou au contraire ludifiée. Ça permet de se dire, j'ai quelque chose qui existe, je veux le faire évoluer un petit peu. J'ai quelque chose qui a été testé et qui va permettre de découvrir. Et puis, la particularité qu'on avait envisagée, moi, je l'avais proposé à Michael et puis ça a marché, c'était de se dire qu'en fait, dans le primaire, les enseignants, on n'est pas spécialistes des disciplines. On est amené, alors, soit en entrant dans le métier, mais après, même en changeant de niveau régulièrement, on n'est pas expert. Donc, en fait, on a forcément des disciplines et des notions sur lesquelles on n'est pas très à l'aise. Et l'idée, c'était de proposer un prompt qui va permettre de dire, sur telle notion, quels seraient les nœuds pédagogiques, les difficultés que les élèves vont voir et qu'on n'anticipe pas forcément comme enseignant pour les anticiper et à ce moment-là prévoir notre séance et notre séquence dans ce sens-là pour qu'on ne se retrouve pas face à un blocage qu'on n'a pas anticipé alors que le prompt peut nous l'aider. Voilà. Non, mais je te remercie pour toutes ces explications et puis pour aussi ce travail de grande qualité. C'est vrai que le plus difficile, c'est d'avoir le bon prompt. Donc tout ce travail, on te remercie de le partager avec cette belle publication. Et puis on te souhaite un très très bon Ludovia. Avant de partir, juste, est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au thème de cette année, attention, participation, est-ce que finalement toi tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui sont en classe pour justement permettre que les élèves soient plus attentifs et participent davantage? Quel serait ton conseil? Alors, le conseil que je donnerais, et c'est lié au fait de travailler sur ces prompts avec Michael, c'est de se dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle peut éventuellement nous aider à, quand on a des ressources qu'on partage tous les ans, et puis on se rend compte qu'on a pris une routine et qu'on ne fait pas attention, on se rend pas compte que les élèves sont pas forcément attentifs au bon moment, et le fait d'utiliser certains prompts ou de réfléchir à nos prompts permet éventuellement de se dire quelles activités vont faciliter l'attention et puis une participation qui va être utile aux apprentissages et pas juste une participation de façade. Bien, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Alors, nous avons la chance de nous retrouver sur le stand de Chichi CSC par ce Ludovia un petit peu pluvieux. Vous entendez les gouttes de pluie qui tombent. Avec Marc Geoffroy. Donc, nous le remercions d'être venu jusqu'à nous. Marc fait partie donc de l'équipe Smart. Smart qui est un de nos partenaires chez Chichi. Est-ce que Marc, tu peux peut-être commencer par te présenter? Nous t'écoutons et ensuite je te poserai quelques petites questions parce que nous sommes curieux des nouveautés chez Smart que Didier m'a bien vantées. Voilà. Merci beaucoup de m'accueillir. En fait, je vais être plus précis que ça. Je suis le fondateur du réseau d'enseignants utilisateurs des technologies Smart, donc le club Smart qu'on retrouve sur Facebook, mais aussi sur Internet, et qui cherche à regrouper en un seul point l'ensemble des ressources qui vont permettre aux utilisateurs d'utiliser la totalité des possibilités des solutions Smart Technology. Smart Technology, alors peut-être pour vos auditeurs, vos podcasteurs, peut-être faire un point, on ne sait jamais, il y a encore des gens qui ne connaissent pas forcément la marque. C'est très étonnant, exactement. C'est l'inventeur du TBI en 1991, donc à l'époque où encore les guichets automatiques de banque commençaient à être tactiles. Le premier tableau blanc interactif était inventé par cette société canadienne qui est basée à Calgary. Donc, c'est pas seulement du sport d'hiver, Calgary, c'est aussi des hautes technologies. Et donc c'est une solution de tableau qui a très vite eu le vent en poupe. Les enseignants s'en sont emparés relativement rapidement derrière. Et derrière, en fait, du coup, Smart a une expérience de plus d'une trentaine d'années sur le numérique. On retrouve dans les réflexions qui ont été faites tout un tas de choses, comme par exemple les tables interactives, le logiciel déjà du TBI, parce qu'il n'y avait pas de logiciel au tout début. En fait, c'était vraiment le Mac ou le PC qui était connecté et qui devenait tactile. Ça faisait une espèce de grand iPad tactile qu'on avait dans sa salle de classe. Mais il n'y avait pas de logiciel pour pouvoir l'utiliser. Donc, en fait, Smart a aussi été l'inventeur du premier
TBICL, le célèbre logiciel Smart Notebook qui dira peut-être quelque chose à des enseignants qui l'ont utilisé très certainement dès qu'ils ont été équipés avec un TBI. Mais alors pas seulement, puisque aujourd'hui dans les nouveautés, on a un logiciel en ligne, un cloud as a service, un service en ligne qui s'appelle Lumio. Alors ça, celui-ci, si j'étais encore enseignant, je serais dessus sans arrêt. Vous pouvez aller le voir sur lum.io. Et en fait, c'est un logiciel qui est absolument génial parce qu'il transforme votre ressource statique que vous avez déjà en PDF, en PowerPoint, en Word, dans ce que vous voulez, en une séquence interactive. Donc, vous l'importez dans Lumio et vous rajoutez des modules qui peuvent être des vidéos YouTube, qui peuvent être des activités ludifiées. Il y a tout un tas de jeux à réaliser, à faire réaliser aux élèves, mais également des activités individuelles et des activités collectives. Donc c'est fabuleux parce que du coup on fait de la distribution de copies et on peut aussi amener les élèves à travailler ensemble sur une question qu'on leur pose. Donc voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté chez Smart, ce logiciel-là, qui est vraiment une dinguerie, comme disent les jeunes aujourd'hui. Hein. J'allais dire une tuerie, mais je suis parti de la vieille génération. Mais voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et alors moi, pour avoir testé, parce que j'ai eu la chance de pouvoir tester Lumio, ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'iPad, parce que nous on a des iPads dans l'établissement, c'est ce côté coopération. C'est-à-dire vraiment, ce qui est incroyable, c'est que finalement, on va pouvoir travailler ensemble très rapidement. C'est très facile de prise en main. Est-ce que il y a sur la fameuse communauté que tu animes des idées de séquences pédagogiques, des appuis pour donner des idées à des enseignants? Est-ce qu'il y a ce genre de ressources? C'est ça, en fait, le Club Smart, sa particularité, c'est que ce sont des enseignants très souvent qui sont très très actifs, qui ont développé des activités pour eux-mêmes, mais qui les mettent à disposition de leurs collègues. Et donc en fait, on va retrouver aussi bien des trucs et astuces que les enseignants vont s'échanger sur l'utilisation alors de Lumio, mais pas seulement. Ça peut être aussi justement le smartboard, puisqu'ils sont très souvent équipés du smartboard aussi. C'est pas obligé, on peut l'utiliser directement depuis l'iPad ou depuis le Mac. Moi, j'ai un enseignant, un prof d'anglais de collège du centre de la France qui ne l'utilise qu'avec son Mac et un vidéoprojecteur, donc il n'y a même pas besoin d'avoir un outil interactif dans la salle de classe, et qui fait venir ses élèves sur le Mac pour pouvoir leur faire les activités, et ça marche très bien. Ça vraiment, les élèves sont complètement passionnés, requinqués dès qu'on commence à leur dire on va faire un jeu sur Lumio. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie débordante qui est intéressante aussi bien pour l'enseignant, parce que c'est vrai que du coup ça fait plaisir. Au moins le travail qu'on réalise, il génère quelque chose. On n'a pas des endormis en face de soi, mais aussi pour les élèves, parce que du coup ils se disent tiens, mon prof il est vachement in quoi. On est pleinement dans les thématiques de Ludovia de cette année. Exactement. Attention et participation. Exactement. Avec des outils pareils. Et ce que je trouve intéressant, que cette solution, c'est vrai qu'elle est vraiment portable, si je puis me permettre, pour utiliser un mot un peu passe-partout. Et c'est vrai que ça nous ouvre des champs de possibles. C'est-à-dire que finalement, on peut aussi se retrouver en voyage scolaire, dans un endroit où on n'est pas forcément doté de notre écran smart ou d'un vidéoprojecteur, et pouvoir aussi encore déployer, engager les élèves, etc. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. Alors j'ai cru. Et attends, alors juste si je peux me permettre mais bien sûr, avec de t'interrompre, moi je trouve que alors je ferais presque une analogie à la religion. Elle est agnostique, cette solution. C'est-à-dire que dans des cas de figure où tu te retrouves à l'étranger dans une salle de classe où ils sont pas forcément équipés avec de l'iPad, par exemple, juste pour prendre cet exemple-là, ça va quand même marcher. Et ce qui est génial, c'est que ta classe qui est équipée d'iPad avec la classe, je sais pas, suédoise qui est équipée de Chromebook, ça va quand même fonctionner également. Alors je le cite à la volée comme ça, juste pour que les gens aient bien en tête que voilà, c'est pas parce qu'on est sur une plateforme en particulier que ça va être bloquant. En fait, au contraire, ça va vraiment ouvrir des champs de possibles beaucoup plus larges. C'est un outil très très ouvert et aussi très beau, parce que cette plateforme, moi pour l'avoir vue, c'est très pratique, c'est très bien fait, les boutons sont très bien pensés, c'est très facile à prendre en main. Voilà, c'est la petite parenthèse. Voilà. Pour être utilisé justement par des surfaces interactives, d'où les iPads. Franchement, c'est le mariage entre Lumio et l'iPad est parfait.
C'est absolument génial. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu d'intelligence artificielle qui s'invitait dans vos solutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que forcément, ça nous interpelle. Alors justement, dans le Lumio, le truc qui est vraiment bien quand on est enseignant, c'est que ça permet d'avoir une espèce de hub, on va dire. C'est un peu l'aéroport Charles de Gaulle de la leçon. C'est-à-dire que, en fait, le hub, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on prend un avion interrégional, on part de, je sais pas, Perpignan par exemple, on se rend à Paris et puis on va partir après à l'international. Bon, le logiciel Lumio, il sert un peu à ça, c'est-à-dire que j'ai toute ma séquence au même endroit. Je vais pouvoir retrouver toutes les activités que j'ai préparées, mais je n'y suis pas lié. Donc, je vais pouvoir en sortir, aller sur une autre plateforme, Geniali par exemple, pour ne pas le citer, si jamais je veux utiliser Geniali, et puis revenir après pour avoir la continuité de ma séquence. Absolument génial. Donc ça, c'est pour éviter de perdre du temps. L'idée, c'est derrière, c'est tout temps en classe est un moment important. Chaque seconde compte. J'ai pas intérêt à perdre l'attention de mes élèves. J'ai vraiment envie qu'ils soient complètement excités par ce que j'essaye de leur transmettre, de leur apprendre. Mais surtout, moi, j'ai envie de pouvoir faire toutes les activités ou toutes les choses que j'ai envie de couvrir avec mes élèves pendant l'heure de cours. Et pour aider les enseignants à aller le plus vite possible dans la création de leurs séquences, Smart a injecté un assistant IA, donc un assistant à intelligence artificielle, qui leur permet de préparer des sets de questions à la volée sur la thématique sur laquelle porte le cours. Donc là, c'est très simple. Je choisis le niveau, je choisis la langue, parce que si j'ai envie de travailler autrement qu'en français, n'est-ce pas ? Super, pour les collègues de langue. Exactement. Quelle opportunité. Je vais pouvoir avoir des questions dans la langue que j'aurais sélectionnée. Je choisis la difficulté, parce qu'en fait, il y a 3 niveaux de difficulté, on va dire facile, moyen et puis plus avancé. Puis on peut même faire un mix, en fait, entre des questions faciles, des questions plus avancées, etc. Et puis, j'appuie sur le bouton générer et ça me génère le nombre de questions dont j'ai besoin pour une évaluation formative, par exemple. Il y a une activité d'évaluation formative dans laquelle je vais pouvoir générer ces questions à la volée. Et ça s'incrémente dans les outils de test que j'ai pu tester Alors, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais ce qui est prévu, c'est effectivement que dans la version de test, la version démo de Lumio, il y a la possibilité de le tester 2 fois par jour. D'accord. En fait. Donc, on peut questionner l'IA, demander à l'IA de générer des questions 2 fois par jour. D'accord. Parce que moi, ce que j'avais vu aussi, c'était que les élèves pouvaient répondre en temps réel. Ah oui. Et donc ça, on peut envoyer directement aux élèves sur leurs iPads, par exemple, les questions, et on a le retour en direct automatiquement. C'est l'idée. C'est ça. Alors, c'est même mieux que ça, parce qu'en fait, on a justement tous les modes. C'est-à-dire qu'on a le synchrone, on a l'asynchrone. On peut faire donc de l'hybridation de cours un peu comme on veut. On va avoir un retour visuel immédiat des réponses des élèves, des résultats des élèves. On peut télécharger, pas pour toutes les activités, mais pour les activités les plus importantes. Par exemple, l'évaluation formative. Typiquement, j'ai envie d'avoir le résultat de tous mes élèves et j'en ai 35 dans ma classe. Et je peux télécharger au format tableur tous les résultats à toutes les questions qui ont été posées. Donc, j'ai les résultats de chacun des élèves qui a répondu aux questions que j'ai posées en classe. Dans le fichier, alors c'est au format Excel, mais dans le fichier Excel qu'on télécharge, on retrouve 2 onglets. Un onglet dans lequel on va avoir justement ces résultats et éventuellement qui vont nous permettre de pouvoir analyser plus finement. Bien sûr, créer des groupes de besoins, faire de la rétroaction ciblée. Tout à fait. Le deuxième onglet, lui, il liste les questions que j'avais préparées. Donc, du coup, si jamais j'ai envie je ne sais plus à quelle question correspond le fichier que j'ai téléchargé, je vais retrouver toutes mes questions également. Toutes les questions également. D'accord. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une dinguerie. C'est clair. Ah oui, là, c'est tellement facilitateur. Exactement, ça fait gagner vraiment énormément de temps. Quand on est enseignant, c'est un peu la ressource dont on a vraiment le plus besoin. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec ce type de solution. Eh bien, j'imagine déjà toutes les possibilités dans ma classe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter toutes ces dernières nouveautés.
Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs sur ce thème de attention et participation pour un usage un peu, j'ai envie de dire, de dinguerie de l'outil Smart, un usage un petit peu efficace, un petit peu les derniers mots là pour faire le lien, pour faire la conclusion. Qu'est-ce que tu conseillerais comme quel petit tips tu nous donnerais pour commencer sur la solution Lumio? Je pense que commencer par des activités ludifiées, c'est sympa parce que ça se prend en main en 3 clics, 4 clics peut-être, grand maximum. C'est des activités personnelles parce que c'est nous-mêmes qui les préparons au format qualité éditeur. Les grands éditeurs de papier, par exemple. Franchement, les activités sont très jolies, les fonds sont super sympas. Il y a des thèmes, il y a des thématiques, on retrouve des thématiques pirates, on retrouve des thématiques sport, futuristes, il y a des petits monstres, il y a tout un tas de thématiques comme ça, nature, il y a tout un tas de thématiques comme ça, et donc du coup, en fait, on peut être très fier de l'activité qu'on a préparée. Ça ressemble beaucoup à, de toute façon, les activités qu'on prépare, ça ressemble beaucoup à ce qu'on préparait avant sur le PDF ou même la simple feuille moi, je suis de l'époque du stencil. Donc, la simple feuille qu'on préparait à l'avance et qu'on était obligé de reprographier. Voilà. On peut vraiment être très, très fier de ces types d'activités qu'on va utiliser sur les iPads, du coup, avec les élèves. Bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces nouveautés et puis ces explications. On te remercie, on te souhaite un très très bon Ludovia. Merci d'être venu sur Ludovia, vous aussi. Merci. Une éclaircie à Ludovia et un rayon de soleil sur le stand. C'est Élodie Tedena qui est avec nous. Bonjour Élodie. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, Élodie, parce que aujourd'hui, Élodie est avec nous sur le stand pour des ateliers, mais elle est là aussi en tant qu'autrice. Donc, est-ce que tu peux te présenter avec toutes tes casquettes? Je vais essayer. Alors, à la base, je suis quand même professeure d'histoire-géographie et d'NL-anglais tous les jours devant mes élèves de lycée. Voilà. Depuis quelques années maintenant, je suis formatrice. Donc, j'accompagne les enseignants dans leur changement de posture pédagogique avec le numérique. Et depuis 2 ans, je me suis passionnée pour l'IA, comme pas mal de mes collègues qui adorent le numérique. Voilà. Et ça m'a valu d'être contactée par un éditeur pour faire un projet à 3. Voilà, donc on est 3 auteurs sur un livre qui s'appelle l'IA en histoire-géographie. Voilà, chez Belin et qui sort aujourd'hui. Une actualité brûlante. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que contient ce livre? Donc, forcément du disciplinaire, de l'histoire-géographie, on le comprend grâce au titre. Mais est-ce que peut-être tu as quelques précisions à nous apporter? Est-ce que ce sont des fiches, des prompts, des modus operandi pour les élèves, pour les enseignants? Qu'en est-il de ce livre? Alors, c'est vraiment un livre, je dirais, qui ouvre pas mal de perspectives. Déjà, on a divisé le livre en 3 parties. Il y a avant la classe, pendant la classe et un peu après la classe. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de donner des clés pour l'enseignant avant qu'il prépare son cours pour justement utiliser l'IA à ces fins-là. Donc, bien sûr qu'il y a une fiche comment faire un bon prompt pédagogique et qu'on donne des idées de prompt, mais c'est vraiment pas l'axe prioritaire. Je dirais que vraiment ça a été l'idée de conception d'activités pédagogiques plutôt avec l'IA. On a testé plein de choses, le diaporama, la fiche, voilà, les images, on a tout testé, je pense, en termes de possibilités. Et on a voulu aussi mettre aussi des interviews d'acteurs du terrain, voilà. Donc on a demandé à des collègues, des enseignants ou des développeurs d'appli de faire des petites interviews pour nous donner aussi leur point de vue sur l'IA. Voilà, donc c'est vraiment une écriture riche qui a été menée. On a également dans le livre des scénarios pédagogiques, clés en main, à tester avec les élèves. Alors en histoire-géographie, en AGGSP, c'est la spécialité des premières et terminales, et en EMC, puisque c'est souvent la matière qui est donnée aux enseignants d'histoire-géographie. Donc on a vraiment un peu de tout. Donc l'éducation aux médias et à l'information, il y a plein de possibilités. Donc je pense que
si on n'est pas uniquement prof d'histoire géo et qu'on s'intéresse un peu à cette fibre dans tout son aspect, on peut s'y retrouver. Et on a une partie aussi, bien sûr, où on se questionne sur l'évaluation, sur quelle charte mettre en place en classe, etc. Un petit peu le off de l'IA. On a également pensé à des questions-réponses. Il y a toute une partie sur voilà, je sais pas quoi faire, comment m'y prendre, voilà, je suis un peu novice. Et puis ensuite, on a créé des parcours. Donc par exemple, je suis débutant dans l'IA, ben, on a créé un parcours avec des fiches à consulter si je suis débutant, si je suis intermédiaire, etc. Voilà. Donc on a vraiment essayé de le faire le plus fluide possible dans la lecture. Il y a bien sûr, comme c'est le cas un peu de tous les livres aujourd'hui, plein de QR codes avec des ressources numériques et du plus, voilà, avec le livre. Moi, j'aime beaucoup cette idée de parcours, de lecture, où on peut justement, selon son niveau, se balader dans le livre et en faire une lecture aussi qui évolue avec le temps. Donc, commencer avec ce livre et puis progresser avec lui, c'est vraiment une belle et riche idée. Merci beaucoup. Et quand je t'écoute en tant que professeur de français, je m'imagine vraiment tout à fait trouver des ressources intéressantes. Ah, moi, Donc, je suis persuadée que les collègues dans les sciences, on va dire humanité, même en général, les lettres. Alors peut-être qu'effectivement, les sciences dures, les mathématiques n'y trouveront pas forcément, mais je pense que même la SVT pourrait y trouver des choses intéressantes. Après, par exemple, on a voilà, comment on crée une image, comment il y a des choses qui sont vraiment transposables dans plusieurs disciplines. Hein. Je pense d'ailleurs qu'il y aura peut-être une collection plus tard qui sera déclinée parce que voilà, c'est 256 pages si je me souviens bien. Ça, donc c'est quand même un gros volume avec beaucoup de contenu, plus d'1 an et demi de travail à 3, voilà. Donc et avec notre éditeur qui a beaucoup aussi contribué à relire et nous amener. Moi, c'était ma première expérience d'écriture, dont j'ai adoré parce que j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante et tout s'est passé de manière très fluide. Mais c'est un vrai travail. À l'écriture, c'est compliqué. Alors, petite question un petit peu que tout le monde se pose. Est-ce que tu as utilisé l'intelligence artificielle pour écrire ce livre? Alors, pas vraiment pour écrire, mais pour générer des idées. Oui, parfois des scénarios et puis bon, bien sûr, souvent ça me plaisait pas ou c'était pas tout à fait adapté, mais c'est pas grave, ça m'a permis de creuser, d'avoir voilà, des idées. Ouais, je pense que pour certains, pas pour écrire parce qu'en lui-même c'était assez facile l'écriture, c'était assez pédagogique, donc voilà, c'était. Vous verrez les fiches, c'est pas non plus des gros pavés d'écriture, c'est voilà des pas à pas, on met en évidence les compétences, etc. C'est assez facile à lire. Voilà, une fiche ne fait jamais plus de 2 ou 3 pages, donc ça reste très court. C'était pas l'écriture qui était le plus compliquée, mais c'était plutôt pour des idées. Oui, j'ai pu m'en servir à ce moment-là. Voilà. Tiens, comment tu ferais pour faire comprendre aux élèves telle notion, voilà. Donc oui, ça a pu me servir. Est-ce que tu as un coup de cœur qu'on pourrait relier au thème de Ludovia sur ces fameuses fiches ou même peut-être ces interviews qui te viennent en tête présentes dans le livre autour du thème de l'attention et de la participation? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te reviendrait coup de cœur que tu voudrais nous amener à découvrir en priorité quand on aura ton livre en main? Alors, je sais pas. Oui, dans mon petit coup de cœur, je dirais que c'est la fiche que j'avais réalisée là sur la fake news un peu pour faire travailler les élèves sur générer une image historique et essayer de voir le vrai du faux dans les images historiques. Voilà. Donc par exemple, j'ai trouvé des photos qui sont plutôt bien faites en fait. En réalité, c'est très compliqué de cerner la fausse image. Et après, il y a un petit exercice où on leur demande de générer leur fausse image, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est peut-être mon petit coup de cœur. En tout cas, je trouve qu'il y a un vrai intérêt dans notre discipline d'arriver à déjouer ce qui est vrai, du faux, de l'information, etc. Et même des images historiques finalement. Parce que c'est vrai que les élèves, un selfie de soldats de la Première Guerre mondiale, on aimerait tous en avoir des selfies, mais finalement, qui faisait les selfies dans la tranchée et encore moins avec un grand sourire et sans terre. Voilà, donc ouais, non, j'ai bien aimé cette fiche. En tout cas, moi, la réaliser, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je pense qu'elle peut plaire beaucoup aux élèves aussi, cette séance. C'est vraiment une séance qu'on peut faire de manière complètement transversale dans beaucoup de disciplines. Donc, on te remercie pour cet exemple. C'est ça, voilà. C'est mon idée sur le vif. Hein. Ouais, qui est inspirant. C'est inspirant. On te remercie. Et donc, un dernier petit conseil peut-être pour utiliser l'intelligence artificielle avec l'iPad, puisque c'est quand même aussi le cœur de Chichi. Quel usage chouchou cette année sur Ludovia, parce que chaque année,
essaie un peu de montrer de l'intelligence artificielle. Mais quel usage chouchou alors, Élodie, cette année? Alors l'usage chouchou, je dirais que c'est toujours... alors moi j'aime bien utiliser l'IA comme examinateur. Voilà. Moi j'aime bien, c'est mon petit usage chouchou, c'est-à-dire pour préparer un grand oral, pour préparer une épreuve ou une évaluation, lui demander de nous poser des questions pièges, lui demander de nous poser des questions sur le sujet, etc. Et de vraiment rentrer en interaction pour bien mémoriser son cours, être sûr qu'on maîtrise bien le contenu. Je pense que ça c'est mon petit truc de l'année là. Je vais insister pas mal avec les élèves sur ça parce que j'aime bien. Merci beaucoup pour cet excellent conseil. On prend bonne note de tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas d'acheter donc ton livre paru aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre une dernière fois pour les collègues qui seraient intéressés? Donc c'est l'IA en histoire-géographie aux éditions Belin sous la direction de Paul Fermont avec donc Ludovic Chavanus et Élodie Thédenat, voilà en auteur. Merci beaucoup Élodie et à très bientôt. Merci. De retour dans le podcast de Ludovia, nous sommes autour de la table avec un invité très spécial qui pratique une discipline chère à mon cœur, les lettres. Donc bienvenue Alix. Alix nous a fait le plaisir de venir jusqu'à nous, Chichi, CSC sur le stand pour nous parler d'une solution incroyable que j'ai eu l'occasion de tester à la fin de l'année avec mes collègues, Écrivor. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Alix? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Alix et je suis professeure de français au collège depuis maintenant 6 ans. Et donc, j'ai toujours eu un petit peu de mal à travailler l'écriture et notamment apprendre aux élèves à bien se relire et à s'auto-corriger. Et c'est pour ça qu'avec mon compagnon qui est développeur, on a créé Écrivor l'année dernière, il est disponible depuis janvier maintenant. Voilà, on a 650 profs qui l'utilisent et on vient de recevoir la subvention EduUp. Donc, on est très contents. Mais félicitations, ça va vous permettre de pouvoir développer cette riche idée. Alors, en quoi consiste Écrivor? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ton dispositif? Donc, Écrivor, c'est un site en ligne qui permet de travailler l'écriture avec ses élèves, donc tous les types d'écrits, à part l'écriture mathématique, donc vraiment dans toutes les disciplines, donc au premier degré et au second degré en art plastique, SVT, histoire-géographie, français, enfin vraiment tout, dès qu'il y a besoin d'écrire, et notamment de faire travailler aux élèves la relecture et l'auto-correction des textes écrits. Le professeur écrit la consigne de son choix, quels que soient ses objectifs pédagogiques, le chapitre en cours, et l'élève va écrire directement son texte sur le site et ensuite va être guidé pas à pas pour se relire et s'auto-corriger de façon la plus guidée possible pour qu'il sache par où commencer et que son texte gagne en respect de la consigne, en précision, syntaxe, etc., avant de le rendre à l'enseignant. Alors, pas à pas, guidé pas à pas, donc par l'enseignant, c'est la grande question qu'on se pose parce qu'on a tous énormément de mal à le faire, récupérer les copies, les corriger, les rendre, etc. Quelle ingénierie de... Voilà. Et donc, tu dis pas à pas, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une IA qui fonctionnait derrière et qu'on était sacrément aidés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. En fait, quand le professeur crée son activité, il va aussi paramétrer l'IA pour qu'elle fasse des retours aux élèves sur leur texte et à partir de ce que lui souhaite travailler pour cette activité-là. Donc, il n'y a pas d'interaction entre l'élève et l'IA, mais l'IA va s'appuyer sur le texte de l'élève, la consigne de l'enseignant et ce que l'enseignant souhaite travailler. Donc, par exemple, moi, sur une activité de 6e sur le monstre, je vais écrire donc des prompts, des instructions à l'IA pour lui dire, voilà, je veux que dans les textes des élèves, il y ait les caractéristiques du monstre qui sont la difformité, la méchanceté, etc. pour que quand l'élève reçoive les conseils d'Écrivor, qui personnalise notre IA, il y ait vraiment des conseils sur ça et qui puisse dire c'est très bien, ton monstre est méchant, mais peut-être que tu pourrais ajouter des éléments de difformité ou sur le merveilleux. Si je fais aussi, je demande aussi à l'IA de faire des retours sur si le texte est bien dans l'univers merveilleux ou pas. Mais c'est vraiment l'enseignant qui paramètre comme il souhaite l'IA pour qu'elle donne des conseils personnalisés sur le texte de l'élève.
Moi, je l'ai vu en cours de français vraiment sur la catégorisation des erreurs. On sait aujourd'hui que c'est un vrai levier d'apprentissage de l'orthographe. Pouvoir justement, on a vu qu'on pouvait vraiment catégoriser les typologies d'erreurs pour vraiment accompagner les élèves là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, il y a un peu deux volets sur Écrivor. D'abord, il y a la partie j'améliore qui va plus être sur le fond du texte, et puis la deuxième, je corrige, plus sur la forme. Donc d'abord, il va y avoir des retours donc sur le respect de la consigne ou le merveilleux ou le vocabulaire d'SVT travaillé, etc. Et ensuite, dans la partie je corrige, il y a certaines erreurs qui vont être écrites en bleu et qui vont correspondre à des catégories d'erreurs choisies par l'enseignant au préalable. Donc c'est certaines erreurs et pas toutes, parce que c'est l'enseignant qui choisit combien l'élève voit d'erreurs, et l'objectif c'est pas que tout le texte soit corrigé, mais que au moins l'élève ait un moment pu retravailler son texte et se soit posé la question de comment corriger ces erreurs-là. Et là, il est vraiment accompagné par Écrivor, qui va poser une question en fonction du type d'erreur. Donc, s'il a oublié un S quelque part, la question va être ce mot est-il bien accordé dans le groupe nominal? Et si c'est une erreur d'orthographe, es-tu sûr de l'orthographe de ce mot, etc. Vraiment pour qu'on puisse lui montrer quelles sont ses erreurs, et surtout qu'on l'aide à se corriger et à se poser les bonnes questions, et qu'il développe tous les automatismes nécessaires. Voilà. Je trouve ça très très intéressant parce que c'est vraiment des gestes professionnels ajustés. Moi, j'ai une autre petite casquette quand je n'interviewe pas des stars. Je suis formatrice académique, et c'est très difficile d'avoir ces gestes professionnels ajustés quand on enseigne les stratégies d'écriture. Et j'ai cru comprendre que vous preniez appui sur la recherche en didactique pour justement proposer des outils très très précis et qui puissent aider justement les enseignants qui sont peut-être pas forcément de lettres aussi et qui n'ont pas tous ces gestes professionnels ajustés. Absolument. Aujourd'hui, on collabore avec 11 chercheurs, principalement de l'Université de Bordeaux, de l'Université de Lorraine, et donc en linguistique et en didactique, qui vont nous aiguiller sur comment choisir les catégories, comment rédiger, comment paramétrer l'IA pour qu'elle rédige des conseils qui puissent accompagner le mieux possible les élèves, et qui vont aussi nous donner des idées d'options à ajouter qui peuvent être intéressantes. Par exemple, récemment, il y a une chercheuse qui nous a dit que ce serait bien qu'il y ait un délai entre le moment où l'élève écrit son texte et le moment où il retravaille, donc un délai idéalement de 24 heures. Et qui sera pas imposé à l'enseignant, parce que c'est vraiment important que l'enseignant puisse paramétrer exactement comme il veut en fonction de ses besoins l'activité. Mais ça pourrait être une façon de transmettre à l'enseignant cette idée que quand les élèves retravaillent leur texte, ce serait bien qu'il y ait un délai. Et c'est d'ailleurs proposé sur Écrivor, pour qu'il y ait une collaboration et un lien entre la recherche et les enseignants. Ça, c'est vraiment, je trouve, la force aussi de votre projet, c'est que, c'est réalisé par une enseignante de français qui est toujours dans la classe, on le sent. Et puis, c'est pensé aussi pour vraiment mettre en place des stratégies qui ensuite peuvent être transférables sur du papier. Donc, on est vraiment sur un outil qui accompagne tous les écrits. Moi, ce qui m'a interpellée aussi, on est sur tablette dans mon établissement quand on a testé Écrivor à la fin de l'année. C'est extrêmement bien pensé. Moi, j'ai pu constater que, par exemple, l'outil de prédiction qui apparaît, les petits mots, vous savez, au-dessus du clavier qui apparaissent, a été désactivé. Donc, les élèves n'avaient plus tout ça, alors que moi, quand je donne des consignes sur les outils natifs, je m'en plains un peu parfois parce que ils peuvent un petit peu céder, et quand je travaille l'orthographe, ça me gêne. Donc ça, c'était vraiment une plus-value. Et j'ai vu aussi une autre plus-value, c'est que le copier-coller est interdit quand on est un élève, parce que nous, on a fait donc ce petit atelier où ma collègue nous a mis en situation, parce que j'ai une collègue qui a eu un énorme coup de cœur, qui était vraiment, qui s'est positionnée en experte, et qui nous a fait toute une heure d'atelier où on était plusieurs de l'équipe à tester. Et donc on a voulu, on était à la place des élèves, on a voulu jouer les filous, on a voulu copier-coller, et c'était impossible. Donc ça, c'est vraiment un tour de force. Est-ce que tu as d'autres comme ça petits, moi j'en ai repéré deux petits éléments comme ça un peu waouh à nous proposer. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager qui te viendrait à l'esprit, qui pourrait être intéressant aussi à nous donner comme astuce? Alors déjà, effectivement, on a fait en sorte que ça puisse être utilisable sur tablette et téléphone également. Et moi, je sais que personnellement, souvent, je commence l'activité en salle informatique sur les ordinateurs. Et si les élèves n'ont pas eu le temps de terminer, ils peuvent le faire chez eux. Et même mes sixièmes, ils le font très bien, sur les tablettes et les smartphones qu'ils ont souvent plus facilement à la maison que l'ordinateur, qui est partagé. Donc ça s'adapte complètement. Et
Le copier-coller, c'était pour éviter qu'ils utilisent évidemment ChatGPT, parce que l'intérêt, c'est qu'ils utilisent l'IA autrement que pour donner des réponses, et qu'on les sensibilise à ça, et au fait que l'IA peut aussi servir pour donner des conseils, et de fait, mes élèves le font. Parfois, ils demandent des conseils à l'IA, c'est pour ça qu'on a donc désactivé le copier-coller. Et d'ailleurs, même sans avoir eu besoin de faire ça, moi, mes élèves, en début d'année, ils me rendaient encore des copies écrites par ChatGPT, dès la 6e. Et depuis qu'on utilise Écrivor, en fait, le travail d'écriture est déplacé. Maintenant, c'est plus l'objectif, c'est plus d'écrire un texte, c'est de retravailler et de corriger un texte qu'ils ont écrit. Donc, il n'y a plus d'intérêt d'utiliser ChatGPT, puisque je demande plus un texte propre, comme eux disent, et ils ne font plus spontanément, ils ne me rendent plus de copies écrites par ChatGPT, puisqu'on va utiliser Écrivor et que ça n'aurait pas d'intérêt. Ils vont directement écrire vraiment un texte qu'ils ont rédigé eux. Donc ça, c'est vraiment une vraie plus-value. Et dans les autres choses un peu peut-être qui doivent être pratiques, c'est qu'on propose aussi une analyse de la reprise des élèves, donc pour que le professeur en un coup d'œil puisse voir déjà qui a terminé ou pas l'activité, combien de temps ils ont passé dessus aussi, ça c'est toujours intéressant, et puis ils peuvent voir si l'élève a pris en compte les conseils d'Écrivor. Donc assez rapidement, juste en passant élève par élève, ils voient si les phrases qui ont été signalées comme trop longues ont été raccourcies, combien d'erreurs il a corrigées sur le total signalé, etc. Donc ça permet, il y a vraiment un vrai gain de temps aussi qui est proposé. Ça, c'est vraiment très important, parce que l'activité brouillonnante, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place dans nos classes. Et on a cette fameuse compétence à évaluer, à être capable de mettre en place des stratégies d'écriture efficaces, de revenir sur ses écrits. Donc, c'est un vrai support très, très intéressant. Merci beaucoup. Et dernière chose, Ludovia cette année, attention, participation. Dans quelle mesure tu pourrais, pour conclure ce petit morceau d'émission, rattacher Écrivor à ce thème? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en une ou deux phrases? Écrivor, l'attention et la participation. Alors pour l'attention, avec Écrivor, tous mes élèves sont en activité en classe sur 1 heure de travail de relecture et d'autocorrection. J'ai mes 24 élèves, parce que j'en ai 24, qui sont en activité et qui sont vraiment, comme ils sont guidés par l'application, ils vont pas, par le site, ils vont pas me demander je sais pas ce qu'il faut faire, non mais moi c'est bon, j'ai terminé, parce que vraiment ils vont être complètement dans l'activité. Il y a aussi l'aspect ludique, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent reprendre sur leur texte, qui les aide à se concentrer. Et pour la participation, il n'y a pas forcément plus de participation, mais la participation est plus pertinente, parce que comme c'est une activité où ils sont en autonomie, je leur demande pas forcément de me faire des retours, mais là où en classe, avec un tableau d'autocorrection à cocher, les élèves vont souvent me demander ce qu'il faut faire, ou ils vont me demander de lire leur texte. Là, ils vont me poser des questions très précises sur leur texte, parce qu'ils ont déjà une première porte d'accès à leur texte grâce à Écrivor. Donc ils vont plutôt me demander, mais là Écrivor me dit que je décris pas l'apparence de mon monstre, mais je dis bien qu'il est bleu. Et donc, je vais pouvoir lui dire, oui, mais en fait, ça suffit pas, tu pourrais développer ça. Et donc, les questions, la participation est plus pertinente des élèves, quel que soit leur niveau. Et ça, c'est vraiment une vraie plus-value également. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et puis cet enthousiasme. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour cette application. J'espère que nos auditeurs auront aussi l'envie d'aller taper Écrivor et d'en découvrir plus. Oui, je te laisse le mot de la fin. Pardon, parce que c'est gratuit. Pour le moment, c'est parce que c'est la première version du site et que je recherche à avoir un maximum d'enseignants qui l'utilisent pour qu'ils nous fassent des retours et qu'on continue de paramétrer le site pour qu'il soit au plus proche des besoins des enseignants. Donc vraiment, il suffit juste de se créer un compte. Il n'y a pas d'abonnement, pour tout le monde, tout département, toute académie confondue. Merci beaucoup pour cette information qui va réjouir nos auditeurs. Et à très bientôt, certainement à Educatech. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur le stand de Ludovia. Aujourd'hui, on accueille Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour.
Alors, on a la chance d'avoir plusieurs personnes sur le stand de CSC et c'est Arnaud qui a eu le coup de cœur pour votre solution et qui a dit il faut absolument inviter Quentin pour qu'il nous parle de sa solution. Donc Quentin, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire en quelques mots en quoi consiste cette fameuse solution miracle? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, Quentin Hugon, je suis business developer chez RouteMe Pro. Donc, RouteMe Pro, c'est une société lyonnaise fondée en 2020 qui, historiquement, est basée sur une association du même nom, donc RouteMe, sans le pro. Et en fait, RouteMe Pro est arrivé pour subvenir aux besoins des professionnels, notamment au niveau de l'éducation. Et donc, le principe est de faire découvrir, sensibiliser et orienter les jeunes dans la cybersécurité avec des parcours donc de challenge dédiés. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre par la pratique avec des petits exercices auxquels on va accéder au travers d'une plateforme web. Donc il suffit en fait d'avoir un PC, voire même une tablette, ça peut fonctionner, une connexion internet et on peut s'amuser à découvrir, à tester un peu la cybersécurité, voir si on aime bien ce domaine-là et pourquoi pas après en faire son métier. En tout cas, c'est ce sur quoi nous challenge beaucoup l'éducation nationale avec qui on collabore depuis plusieurs années maintenant. Et en effet, c'est un secteur en plein développement. On sait combien c'est important de se prémunir des malveillances éventuelles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? On est un établissement scolaire et on souhaite découvrir, utiliser votre solution. Comment ça fonctionne? Alors, le principe, il est assez simple. Donc, on a un système donc de parcours de challenge. Donc, on travaille avec des filières en particulier. Pour les citer, il y a les ciels sous la forme de BTS et de Bac Pro, les BTS SEO, la filière NSI aussi, l'option NSI, et les STI 2D, notamment l'option SIN, donc système informatique, information numérique, qui baigne un petit peu dans l'informatique et la cybersécurité. Et en plus de ça, donc on a quand même des challenges au-delà de ces filières auxquels on peut mettre à disposition à ces élèves à partir de la 4e, c'est ce qu'on estime un petit peu près, jusqu'à bac, voire post-bac. Et donc l'idée, c'est donc on a vraiment un contrat, on va dire, qui est national, qui est le même pour tous les établissements publics et privés sous contrat avec l'État. C'est la condition en fait pour accéder à cette offre-là. Et l'idée, c'est qu'un établissement qui souhaite obtenir 40, 50 licences pour ses élèves, voire plus, a un tarif associé qui va être différent en fonction des parcours, parce qu'on n'a pas accès au même contenu. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de challenge parce que ça va durer sur toute l'année. Je pense au BTS par exemple, alors que notre parcours découverte qui va être très introductif à la cybersécurité, nous on estime à une demi-journée, voire une journée maximum de contenu. Mais donc lycée sur l'année, voilà, ça reste pas très élevé comparé à un BTS. On est sur 100 voire 200 heures de contenu pratique et qui a pour objectif d'accompagner les enseignants sur tous les TP en fait, tout au long de l'année. Donc on est vraiment sur une démarche commerciale en direct. Alors après, pour ce qui est mise à disposition des licences, on est interfacé aux gares depuis cette rentrée. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus classique maintenant et que les enseignants connaissent bien. Donc, je comprends, oui, c'est tellement vaste et ça change tellement vite que avoir des professionnels qui peuvent accompagner aussi les professeurs de lycée, c'est quand même quelque chose qui peut être une vraie plus-value pour les parcours des élèves. Si on prend le cas d'un établissement de collège qui prend justement ces parcours, est-ce que vous avez des livrets d'accompagnement pour outiller les professeurs, pour mettre en place ces challenges, ces défis? Comment ça se passe? Alors complètement, on va dire qu'on a plusieurs façons d'accompagner. La première qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est tout simplement de former les enseignants. C'est des choses qu'on fait directement. Alors soit avec un groupe d'établissements, soit on le fait directement avec des académies qui ont pu nous solliciter par le passé pour former des enseignants en ciel, par exemple, avec l'arrivée de cette nouvelle filière. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire pour vraiment former à l'utilisation de l'outil, pour qu'ils puissent le mettre en pratique avec leurs élèves et qui sachent comment le mettre en pratique, avec un vrai aspect pédagogique derrière, comment le mettre en place dans leurs cours. Et après, donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on accompagne aussi avec des ressources pédagogiques qu'on met à disposition et des tutoriels d'utilisation de la plateforme. Donc on a vraiment des tutoriels pour expliquer comment faire un challenge, qu'est-ce qu'il faut retrouver. Dans le jargon de cybersécurité, on appelle ça un flag. En fait, c'est un petit mot de passe qu'il faut retrouver. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce mot de passe? À quoi il ressemble? Tout ça à travers des tutoriels vidéo. Et l'idée aussi, c'est que pour les élèves, mais aussi les enseignants,
Je donne un exemple très simple. On va avoir un challenge qui a pour objectif de ouvrir le code source d'une page web. Où en fait, on a des petits raccourcis qui existent, on peut inspecter la page. Et donc, on va avoir vraiment des ressources pédagogiques qui expliquent très clairement à l'élève comment on fait pour ouvrir cette fameuse console ou ce code source, comment on fait pour y accéder. Et donc, s'il prend bien en compte cette ressource-là, ou que l'enseignant, justement, la récupère, l'intègre dans son cours pour présenter un petit peu ça, le code source des pages web, peu importe, l'élève peut le mettre en pratique avec notre challenge. Très bien. Est-ce que votre outil, on peut l'utiliser avec n'importe quel type d'appareil? Nous, par exemple, nous sommes dotés d'iPad. C'est le cas de beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que c'est possible? Complètement. C'est complètement possible. Pourquoi? Parce que on est une plateforme à laquelle on accède depuis Internet. Donc vraiment, on fonctionne avec n'importe quelle tablette, que ce soit d'ailleurs PC, Mac, tablette, voire même téléphone. On a quelques challenges qu'on pourrait même éventuellement faire sur son portable, même si on recommande fortement l'usage de PC ou de tablette. Mais oui, c'est complètement possible avec n'importe quel navigateur, Firefox, Safari, Chrome, etc. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une dernière question, nous sommes à Ludovia, l'heure de l'attention et de la participation. Est-ce que tu pourrais, en guise de conclusion, nous dire, faire un parallèle, un petit pont entre vos outils et cette thématique? Nous, par rapport à la thématique de cette année, on a essayé de se positionner justement sur le côté de l'attention avec, encore une fois, l'objectif vraiment de la plateforme premier, c'est d'apprendre toujours par la pratique la pédagogie, et on sait à quel point pour certains élèves on peut vite décrocher sur des cours faute d'attention justement, et on a du mal à suivre vraiment quelque chose de très théorique. Et nous, l'idée c'est vraiment d'accompagner en parallèle de ce qui va être apporté par un enseignant au niveau du cours et de la théorie, le côté pratique pour retenir l'attention. L'objectif, c'est aussi d'avoir vraiment des challenges qui soient un peu gamifiés, des choses qui soient parlantes en fait pour les élèves, qui peuvent voir un peu au quotidien et qui ont pour objectif vraiment de les faire accrocher. Il y a un système aussi, toujours dans ce côté après un peu de l'attention, qui permet de maintenir, on va dire leur envie d'accéder à la plateforme par un système de points qui est mis à disposition si on valide des challenges. Donc voilà, et des choses vraiment pertinentes, que ce soit dans les énoncés des challenges qui ont vraiment pour objectif de les attirer dans les titres. Voilà, on essaie vraiment en tout cas d'avoir une part là-dessus. Et si je dois finir sur une chose, et ça ce serait pour tous les auditeurs, dans la cybersécurité en tout cas, on vise beaucoup à la féminisation du domaine. C'est très important parce que ça manque cruellement de professionnels, mais aussi de femmes. Ça se voit très clairement. C'est quelque chose qui évolue, honnêtement. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans le milieu et je vois que ça évolue positivement, mais il y a encore besoin d'évoluer là-dessus. Donc voilà pour le message pour le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas pour ce message auquel on tient beaucoup nous aussi, un message qu'on relaie chez Chichi, mais aussi en tant qu'enseignant. Juste pour conclure aussi de mon côté, dans notre établissement, il y a des assistants numériques et on est assez attentif à essayer de faire en sorte qu'il y ait la parité chez ces assistants numériques, parce qu'on a beaucoup de garçons qui naturellement veulent s'inscrire, on le voit. Et donc c'est vrai que d'ailleurs on m'a fait la réflexion, moi je suis référente numérique avec mon collègue masculin, mais on est un duo mixte et on m'a fait la réflexion de dire mais il y a peu de femmes quand même référentes numériques, et c'est vrai, donc voilà, girl power pour finir cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en direct du stand de Ludovia, on a la chance d'accueillir Franck. Franck qui a eu le courage de braver la petite bruine que vous entendez en fond, parce que cette année, c'est un Ludovia pluvieux. Franck nous vient donc pour expliquer un petit peu ses solutions, nous raconter ce qu'est Fondamentaps. Est-ce que Franck, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Franck Tarquin-Bernard. Je suis le président de Fondamentaps, qui est une toute jeune société en fait qu'on a créée au printemps là, de cette année, à l'issue de grands programmes de recherche et développement IFRAN. 2 programmes à la suite, Fluence et Trans 3, qui nous ont amenés à créer avec des laboratoires de recherche
des applications autour de l'affluence en lecture, en français, en anglais, et qui ont été validées à très grande échelle, plus de 2500 élèves, des centaines de classes, voilà. Et donc, à l'issue de ces travaux, on a décidé de créer une structure dédiée pour exploiter et mettre à disposition ce bouquet. Merci. Alors, j'ai pu découvrir l'application Fluidily. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur celle-là? Parce que moi, je suis professeure de français, donc ça m'intéresse particulièrement. Et puis, on sait combien, finalement, la lecture va permettre aux élèves d'accéder à tous les autres apprentissages. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette application? Oui, alors dans le bouquet, Fluidily, effectivement, est assez original par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur le marché, parce qu'on est vraiment sur la lecture à voix haute. L'idée étant de proposer finalement un volume de lecture qui soit conséquent, ce qui est assez difficile de faire en classe en situation traditionnelle. Et donc, on a travaillé avec un laboratoire spécialisé dans le traitement du signal et le traitement du son pour faire des choses assez sophistiquées, et notamment jouer sur la vitesse de lecture et les modalités de lecture. Et donc, l'enfant, dans une démarche ludique, en autonomie, dans le cas des ateliers en demi-classe, va pouvoir lire une histoire, leur raconter à des extraterrestres. Voilà, il y a tout un petit scénario motivationnel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être amené à lire plusieurs fois de suite la même histoire, avec au fur et à mesure de son niveau. Au début, il va lire syllabe par syllabe, puis par mot, par groupe de mots, et à la fin par groupe de souffles. Et donc, le but étant de travailler l'affluence, pas que sous l'angle de la vitesse et du nombre de mots qu'on arrive à lire, mais bien en intégrant des problématiques de prosodie et de mettre du sens et raconter son histoire finalement. Voilà, avec conviction et je te remercie pour cette analyse, parce que c'est vrai que je faisais une réunion justement avec des professeurs des écoles juste avant de partir en vacances, et souvent ils disaient que l'écueil de l'affluence, c'est qu'on se retrouve à lire vite et pas forcément bien, même si on sait que fluence c'est lire vite et bien, et la compréhension passe à la trappe. Donc vraiment, je trouve que l'approche que vous avez eue est une approche particulièrement intéressante, et le fait que ce soit progressif, évolutif, ça me parle, et je trouve ça particulièrement bien pensé. Est-ce que parmi le bouquet que tu proposes, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses avec ce côté ce bouquet, finalement, tout est en réseau. Il y a du sens aussi à utiliser toutes les applications quand on est en classe. Est-ce que il y en a une autre que tu pourrais nous décrire? Dans les choses, donc aujourd'hui il y a 4 applications qui couvrent finalement des moments un peu différents de l'apprentissage de la lecture. Donc, par exemple, Évasion, on travaille, c'est le docteur Sylviane Valdois, qui est la spécialiste de l'empan visio-attentionnel. Et donc là, on va plutôt travailler sur les grandes sections et le début du CP. On travaille l'empan visio-attentionnel. Donc la capacité que l'enfant va avoir à discriminer un groupe de lettres suffisamment important pour que sa lecture soit fluide et qu'il n'ait pas besoin, avec le regard en permanence, de revenir sur des lettres pour arriver à les déchiffrer. Donc ça, c'est l'application Évasion. Et Crimo, on va être plutôt dans tout ce qui est décodage, encodage, voilà. Donc, des choses peut-être un peu plus traditionnelles, mais qui sont très utiles et qu'il faut faire. Et Fluidily arrive plutôt à la fin sur la partie prosodie, elle va être pour les plus grands. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on distribue l'application, en tout cas c'est notre philosophie, plutôt avec des licences écoles, parce que le but du jeu, c'est que l'équipe pédagogique et les différentes classes, finalement, puissent utiliser la bonne application au bon moment, avec les bons élèves, et voilà. Et la 4e application qui est vraiment différente, donc qui s'appelle Firefly, qui est sur l'apprentissage de l'anglais, et qui propose un dispositif qui a été mis au point par des équipes lyonnaises, qui est vraiment intéressant, et où on travaille le vocabulaire, voilà, qui doit être appris à ces niveaux-là, mais avec quelque chose d'assez sophistiqué, et qui intègre notamment toutes les problématiques d'accent, parce que finalement c'est intéressant avec les petits de tout de suite leur faire travailler. On sait que c'est à cet âge-là qu'on est le plus malléable par rapport aux langues. Et donc, au lieu d'apprendre que du British basique, en fait, l'aventure va emmener les enfants dans différents endroits du monde, et ils vont entendre de l'anglais différent. Et donc, les mêmes mots
prononcer avec des accents différents pour commencer un peu à se faire l'oreille. C'est intéressant Voilà. comme approche avec les accents. Je me rends compte de la complémentarité de ces applications. Je trouve très très intéressant qu'elles soient issues de la recherche et qu'il y ait vraiment, et on l'entend en t'écoutant, tout ce côté justement réflexion avec des chercheurs, que ce soit pas seulement ludique mais aussi réfléchi, appuyé et pensé pour les élèves. Est-ce que tu peux nous parler maintenant peut-être, puisque tu dis que c'est pour les écoles, de la tarification pour que nos auditeurs qui, eux, ont des iPads en classe, puissent un petit peu savoir comment ça fonctionne? Oui, alors le modèle principal, en tout cas privilégié, c'est un modèle donc de licence annuelle pour l'école, quelle que soit la volumétrie finalement des élèves, et c'est 390 € TTC par an. D'accord. Pour les 4 applications? Pour les 4 applications. En fait, pour le bouquet, sachant que notre stratégie, comme j'ai dit, on vient de démarrer en tant qu'entreprise, mais le but, c'est d'enrichir le bouquet au fil du temps et sans forcément faire évoluer le tarif. Au contraire, on va essayer au fil du temps d'agréger. Moi, dans ma vie précédente, j'étais prof d'université, donc en fait, je connais très très bien le milieu de la recherche, et en fait, je sais qu'il y a énormément de pépites dans les laboratoires de recherche et qui malheureusement sont sous-exploités, et parce que l'institution est pas faite pour ensuite trouver des débouchés à ces travaux de recherche. Et donc, on s'est vraiment donné comme mission chez Fondamentaps d'aider toutes ces innovations qui ont déjà été validées, dont on sait qu'elles sont efficaces, et de les industrialiser, de les intégrer au bouquet. Donc voilà, c'est le début de l'aventure du bouquet Fondamentaps, et on va essayer au fil du temps de mettre les meilleures applications validées à l'intérieur de ce bouquet. Toujours autour de la lecture, ou est-ce que vous avez Non, le nom Fondamentaps, en fait, c'est qu'on s'intéresse aux apprentissages fondamentaux. Donc, on a commencé par la lecture parce que toute l'aventure a commencé sur cette thématique-là, mais on ne va pas en rester à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que ce bouquet peut être aussi à destination des élèves de collège? Est-ce que tu penses que ça peut être approprié? Alors, on a certaines demandes, en particulier pour Fluidily, parce qu'effectivement, voilà, on est sur vraiment la vraie fluence en lecture, et ça, voilà, c'est applicable partout. Évidemment, on peut aussi s'intéresser aux classes Ulysse, ou bon, à tous les enfants qui peuvent être un petit peu en retard d'apprentissage sur certains sujets et qui pourraient bénéficier des applications. Merci beaucoup. Et j'ai autre chose à te demander, c'est par rapport à un point de vue technique. Je pense, moi, dans ma classe, par exemple, j'ai Fluidily avec mes élèves de 6e. Comment se fait concrètement dans la classe, comment ça se passe? Est-ce que les élèves se connectent avec un code et ils ont un parcours personnalisé? Comment ça fonctionne concrètement pour nos auditeurs qui sont dans la classe? Oui, donc de façon assez classique, quand on est sur des applications sur iPad, on va avoir, on va dire, l'univers de ce qui se passe sur la tablette, et puis ce qui se passe dans une sorte de back-office de gestion pour l'enseignant. Voilà. Donc il y a un portail internet qui va lui permettre de superviser ses élèves, où ils en sont dans les différentes applications, voire de faire des réglages à distance parce qu'il sait que tel enfant, il vaudrait mieux qu'il démarre à tel niveau plutôt qu'à tel autre, etc. Et ensuite, les applications sont autoportantes en termes d'adaptivité de la difficulté. Voilà, il y a des systèmes intelligents à l'intérieur de chaque application qui va adapter la difficulté des activités au taux de performance de l'enfant, pour assurer qu'il finalement il ait une progression régulière. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est en complète autonomie finalement. On peut peut-être préparer un atelier peut-être sur du temps calme pour que certains élèves puissent cette activité, pendant que d'autres, quand on a par exemple une classe multiniveau. Oui, alors nous, je sais que là, les 2500 élèves dont je parlais, l'usage principal qui a été mis en œuvre, c'est par demi-classe. Donc en fait, quand il va y avoir, l'enseignant va prendre une demi-classe et va lui faire un atelier avec les élèves, et il va faire des choses. Et pendant ce temps, l'autre demi-classe va avoir ses tablettes, ses casques, ses micros, et en autonomie va faire ses 20 minutes d'activité. Et puis après, il permute. Enfin, il s'organise un petit peu comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi une activité qu'on peut proposer à la maison pour certains élèves?
Alors, sans doute que ça viendra. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait, comme je le disais, on est encore récent, donc voilà, il y a encore plein de choses à inventer. Mais oui, dans certains cas, c'est évident que ça pourrait être intéressant que les enfants poursuivent, voilà, ou peut-être plus probablement que il va y avoir une période, un cycle pendant lequel l'enseignant va utiliser en classe. Et ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à l'issue de ça, ils puissent faire que les enfants continuent à la maison s'ils ont envie de continuer à travailler en autonomie. Voilà. Enfin, ça fait partie des scénarios d'usage. Parce que qu'on va j'imagine explorer. vraiment ça dans le travail personnel de l'élève. L'élève est autonome, il est à la maison, il a son petit temps de devoir, plutôt d'être... je trouve que ça réduit aussi les inégalités, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un parent sachant pour pouvoir lancer une application et travailler pendant 20 minutes sa lecture. Donc, Ah non, bien oui, sûr. c'est un vrai levier d'égalité, cette application, de mon point de vue de professeur de REP. Là, Ouais, d'accord. Oui, c'est évident. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et une dernière question pour clore cette interview. Vraiment, je suis très très impressionnée par toutes ces possibilités. Est-ce que tu pourrais peut-être, en guise de conclusion, nous dire en quoi justement ce bouquet d'applications est un levier pour le thème qui nous occupe cette année à Ludovia, la participation et l'attention des élèves? Alors, on est dans un univers un petit peu particulier parce que justement, on essaye de faire des activités qui vont être utilisées en autonomie. Mais ce qui est, peut-être, je relèverais 2 points. Le premier, c'est qu'évidemment, la question de l'attention, et en tout cas l'attention dans la tâche, elle est fondamentale pour qu'il puisse développer ses capacités. Alors, dans notre cas, elle se résout de façon, je dirais, relativement classique. Depuis un certain nombre d'années, quand même, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet, où il y a une dimension ludique à la tâche, qui fait que, voilà, il y a des récompenses, il y a des choses comme ça. Enfin, tous les leviers classiques qu'on utilise dans les jeux sérieux pour arriver à maintenir l'attention pendant les 20 minutes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et après, sur la participation, il y a, alors je sais pas si ça rentre exactement dans ce cadre, mais il y a quand même quelques innovations que je trouve très très intéressantes. Par exemple, dans Fluidily, comme je vous ai dit, l'enfant va lire à voix haute une histoire, il va la lire 3 fois de suite. Donc normalement, il va s'améliorer. Et la 3e fois, en fait, son histoire est enregistrée. Et à la fin de la séquence, en fait, les enfants échangent leur tablette. Et ensuite, ils écoutent la lecture de l'autre enfant et ils la notent avec des petites étoiles. Et en fait, voilà, donc il y a un engagement, même si au départ c'est une activité individuelle qui du coup est très intéressante. Et l'originalité, c'est que ça apporte aussi, enfin pour nous, le fait de faire cet échange de tablettes et d'évaluer la lecture de l'autre enfant, en fait, a un vrai intérêt pédagogique. Alors, pour utiliser des grands mots scientifiques, on parle de la métacognition, c'est-à-dire la compréhension qu'on a des mécanismes cognitifs. Et donc, en fait, qu'un enfant soit capable de dire pourquoi il met que 4 étoiles et pas 5, qu'est-ce qu'il y avait dans cette lecture qui finalement aurait pu être améliorée. En fait, pour lui-même, ça va l'aider à comprendre c'est quoi une bonne lecture. Tout à fait. Voilà. Ce sont des choses qu'on essaie de mettre en place dans la classe et qui sont pas évidentes. Donc c'est une très très belle chose. Moi, j'aime beaucoup toutes ces activités où la lecture, elle se partage, elle est collective, et il est normal de s'entraîner en autonomie. Et c'est très intéressant que finalement cette 3e fois qui est celle réussie soit celle qui soit valorisée. Donc c'est vrai, c'est vraiment une très très bonne idée. Et félicitations pour ces outils et cette valorisation des recherches et des projets. On va vous suivre avec beaucoup d'attention chez Chichi parce que nos auditeurs seront très intéressés par vos outils. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Avec grand plaisir. Et rendez-vous sur fundamentals.com pour vos auditeurs. À tester. Et c'était une session en direct de Ludovia avec nos nombreux invités. On vous remercie d'avoir suivi nos coups de cœur de Ludovia, d'avoir écouté nos nombreux experts qui ont défilé sur nos ondes. Et on vous invite à cliquer dans les notes de l'émission vers toutes les ressources qui vous intéressent pour déployer vos projets numériques. On a espéré être inspirant, on espère que vous pourrez utiliser toutes ces ressources pour vos élèves et on vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast TNT Spotlight. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou même des commentaires sous la vidéo YouTube. Nous dire ce que vous avez pensé du sujet, si vous êtes en accord ou en désaccord, pour qu'on puisse débattre ensemble et connaître votre avis. Si vous avez une histoire à raconter autour des produits Apple, vous êtes les bienvenus à notre micro. Écrivez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux. Et en attendant, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.